Bienvenue, vous êtes sur CCTV, madame, messieurs, bonjour. Attachez vos ceintures, à bientôt c'est le décollage. Kiosque, merci de votre fidélité. Et nous sommes jeudi 22 mars, dans exactement 3 jours. Ça sera la journée diocésaine pour le jeûne. Grande messe pour Monseigneur, l'archevêque de Kinshasa, Laurent Mosengo, et son coadjuteur, Fridolin Ambongo, au stade de Martyrs, tous au niveau du stade des Martyrs pour les grands messages en destination de Gênes. Autre actualité ce matin, c'est la réunion tout à l'heure du bureau politique du parti lumumbiste unifié. Les Palous tient donc sa réunion, la présence d'Adolphe Mozitou, très attendue, très annoncée pour peut-être fixer et calmer les esprits. Joseph Kokonyangui fait parler de lui. Les députés jusque-là disent n'avoir jamais été informés de cette question formellement. Au niveau du gouvernement également, silence radio, mais les mamans maraîchères de ces sites de Kingabois disent être prêtes à en découdre avec les ministres des Affaires de l'urbanisme et habitants. Pendant ce temps, elles ont été appuyées par les gouverneurs, les très hauts sommets himalayens. André Kimbuta Yango, on va parler aussi de la fin du dédoublement des partis politiques, peut-être si le temps nous le permet. Nous allons revenir sur le congrès de l'IDPS, la fin du dépôt des candidatures. 3 candidatures annoncées, David Moukeba, Paul Tshilumbu, Félix Antoine Tshisekedi et Guy et Banou, je crois 4 candidatures enregistrées. Merci à vous. Israël Moutala de 7 sur 7.cd sur ce plateau de kiosque. Bonjour très cher Israël. Bonjour Serge. Bienvenue à vous. Hein. Merci, c'est gentil de l'invitation. Gloria se porte bien. Elle se porte comme un charme. Grâce est très impatiente de vous attendre chez nous à la maison. Ça serait un plaisir de venir partager un repas entre confrères, entre amis, entre frères. J'ai hâte de manger la soupe de grâce, je sais qu'elle a une très bonne main. Surtout en famille. Hein. Allez, la une du 7 sur 7.cd ce matin. Bon, on a parlé du dédoublement, de la supposée fin du dédoublement, oui. Parce que pour nous, la vraie question de la décrispation politique est ailleurs. Elle est où? Élargissement des prisonniers d'opinion et politique, retour des exilés. C'est ça le nœud. Et puis c'est la libération des médias et voilà, et un peu résoudre la question de la redynamisation de la CENI en permettant que les partis qui peuvent changer leurs délégués le changent rapidement, notamment. Il faut encourager ces débits peut-être. Un débit. Enfin, c'est pas ce qui est vraiment fondamental. Pour fondamental, ce qui est fondamental, vraiment comme décrispation politique, c'est en tout cas les questions éminemment politiques, qui sont l'élargissement des prisonniers d'opinion et politique et le retour des exilés. Parce que la question de dédoublement de partis politiques, c'était une question qu'on avait une crise. On va en parler. Hein. On va en parler. On va parler. Merci beaucoup Israël Moutala, mais vous avez oublié les médias fermés qui sont à Lumbashi, Nyota, Mwangaza. Absolument. C'est news. J'ai dit que c'était je parlais de libération des médias publics et libération ou réouverture des médias privés proches de l'opposition qui sont encore fermés. Très bien, merci beaucoup Israël Moutala. Allez, lui il est à sa première participation. Alain Kiukambambi, on a eu le temps de l'annoncer hier, il est de Antenne A, même si ici il ne représente pas la rédaction, ses propos, ses analyses n'engagent pas la chaîne pour laquelle il travaille. C'est notre beau-frère, il est aussi fils maison. Alain, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Hein. Bonjour à Israël. Comment se porte ma soeur? Israël qui est mon homonyme, parce que moi aussi je suis Israël. Israël. Comment se porte ma soeur Jolie? Elle se porte bien. Vous savez que ces plateaux, on salue d'abord les épouses légitimes. Ah, mais quand vous parlez de légitimes, donc il y en a qui sont illégitimes. Ça vous dérange pas que les gens sachent que vous êtes marié à Jolie? Non, ça me dérange pas, mais je n'aime pas trop exposer ma vie privée en public. Oui. D'autant plus que nous savons, hein, le métier tout ce que nous faisons, le métier, c'est un métier assez dangereux, assez délicat, donc je n'aime pas exposer ni... Alain Kiuka est dans le hein? Très bien, merci beaucoup. Elle se porte bien. Voilà. Merci beaucoup Alain Kiuka, vous êtes à votre première participation à cette émission Kiosque. Il vous arrive de suivre les mags, hein? Kiosque? Je suis Kiosque en tout cas régulièrement si j'ai vraiment le temps de le suivre. Quand je dis si j'ai le temps, parce que au niveau de la rédaction, j'ai des responsabilités, donc à deux fois quand Kiosque intervient, nous on est encore en train de discuter des sujets du jour, donc c'est un peu compliqué.
Très bien, merci beaucoup Alain pour votre... Mais j'encourage ce que vous faites. Je suis souvent les débats ici dans Kiosque, mais en tout cas, courage et bravo pour le travail. J'espère que vous n'êtes pas inquiétés. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du risque du métier. Allez, rapidement, on va prendre les premiers thèmes de l'émission Israël Moutala. Vous ouvrez les balles avec ces premiers thèmes sur le site de Kingaboa. Vous avez suivi un peu ces jeux de ping-pong entre Kokonyangi et le gouverneur, les traits au sommet. André Kimbuta, Kimbuta dit ça ne passera pas. Kokonyangi dit il va donner. Bon, d'abord, c'est vraiment un site marécagé. Je ne sais pas si les députés ont assez de moyens pour aller construire dans un site aussi marécagé comme ça. Mais est-ce que c'est une décision gouvernementale? Ça, ce sont des questionnements. C'est les gouvernements qui donnent ces sites aux députés et pas aux sénateurs. Mais est-ce que ça devait passer par l'annonce du ministre ou bien c'est les affaires foncières qui devraient aller lotir et après l'aménagement du territoire? Mais le bureau de l'Assemblée jusque-là n'a pas encore informé officiellement les députés et certains commencent même à y renoncer. Est-ce que ce n'est pas une manière de livrer un peu les députés à ce que moi j'appelle une sorte de verdict populaire? Cette affaire de Kokonyangi est une affaire qui montre comment est-ce que la République est dévoyée, comment est-ce que la République est indigne, comment est-ce qu'on a des ministres qui ne sont pas à leur place. C'est avec cette affaire. Écoutez, j'ai lu attentivement, très attentivement même le dernier compte rendu du Conseil des ministres. Je n'ai pas vu une seule ligne qui aborde cette question. Donc vous avez quelqu'un, un ministre qui se réveille un bon matin et qui vous dit voilà député, il y a 500 parcelles à vous là-bas, site de maraîchers. On est dans quel pays? On est dans quel pays? Enfin, de quel droit? Lui, enfin, on a une conception de la politique vraiment patrimonialiste et c'est dommage. C'est indécent. Vous avez des députés qui gagnent, je crois, en moyenne, l'équivalent de 10 000 $ le mois. Ça veut dire qu'ils ont un revenu de plus de 120 000 $ l'an. Ce sont des gens, une catégorie sociale qui a les moyens de s'acheter un logement. Ce sont des privilégiés de la République, dans une société aussi pauvre que la nôtre. Une parenthèse. Un colonel full en RDC gagne 160 ou 180 000 francs. Officiellement. Officiellement. Mais alors, Tango-Fort a investi 10 millions de $ chez Veclub. Alors, parce que souvent ici, voilà, c'est pour montrer l'injustice des salaires. Les gens sont très mal payés. Un enseignant touche à la moyenne 100 000, 120 000. Absolument. C'est indécent maintenant de savoir que les gens qui sont à l'abri du besoin, qu'on leur donne des parcelles gratuitement par quelqu'un qui se réveille le matin. Non, ils n'ont pas sollicité ça. Ils n'ont pas... Voilà, c'est ça le problème. Et donc, enfin... La République est un bien privé ou un bien public? Son travail à lui, c'est de faire en sorte que, quel est le plan urbanistique de Kinshasa? Quel est le plan général urbanistique de la République démocratique? C'est ça son travail à lui. Diana a soutenu hier sur ce plateau, je suis d'accord avec lui à 100%, que cela ne devrait pas relever de la compétence de Kokonyangi. C'est plutôt des affaires foncières. Les affaires foncières, l'outil et l'aménagement du territoire vient en aval. Mais comment c'est l'aménagement du territoire qui passe et les ministres des affaires foncières c'était? Le problème c'est que d'abord ici, on est encore dans une autre bizarrerie congolaise. Les ministres, ils avaient une cohérence. C'était le ministre des affaires foncières, urbanisme et habitat. Voilà. Mais avec les jeux politiciens, on a découpé. Il n'y a pas assez de cohérence maintenant en éclatant les ministères comme on l'a fait. À l'EPSP aussi, hein? Absolument. Il n'y a pas assez de cohérence en éclatant les ministères. C'est que vous voyez que maintenant, il y a tiraillement sur les prérogatives. En principe, justement, la personne qui gère le fonds, c'est le ministère des Affaires foncières avec Louméa Doumalegui. Voilà. En principe, c'était à lui de faire ça. Il pouvait prendre un lieu public, il désaffecte. Même là. Mais le problème, c'est que quand on est homme politique, on est homme d'État, on est au service des 80 millions de Congolais. On n'est pas au service de 500 députés. Les députés ont de quoi apprendre
prendre de crédit, à s'acheter des maisons. Donc on ne peut pas aujourd'hui, dans un pays où les gens ne peuvent pas se loger, où les camps militaires n'ont pas de moyens, où les médecins n'ont pas assez de moyens, les magistrats n'ont pas assez de moyens, où les fonctions d'État n'ont pas assez de moyens, et vous prenez des terrains pour distribuer aux députés. C'est indécent, c'est insensé, c'est ridicule, c'est absurde. Et c'est ce qui fait que le régime, il met en difficulté même la majorité présidentielle, parce qu'elle est perçue. Attendez, Pius Mobile qui est élu de Moamba. Absolument. Ces mamans-là qui font des histoires, Pius Mobile aussi aura une parcelle là-bas. Absolument. Mais cette question là-bas, voyez-vous. Deo Indoulou qui est élu de Moamba. Ben voilà, vous mettez en porte-à-faux même les députés avec l'opinion congolaise et l'opinion quinoise. Sur cette question d'ailleurs, je crois que le député Sambo Colombe s'est fendu d'un tweet où il renonce déjà à ce cadeau empoisonné. Mais le problème c'est que Koko-Nyangi est en train de saper la majorité présidentielle. Nous sommes dans une période préélectorale, il faut réfléchir avant de poser des actes insensés comme il l'a fait. Parce que, imaginez-vous, cette question ne concerne pas Clément Maraîchère. Je suis quinois, je suis choqué, je suis indigné. Et cette indignation ne se limite pas à moi. Elle est partagée par l'ensemble des Quinois. Ils se disent, mais ces gens là-bas, mais pourquoi les députés... Pour une fois, Kimbuta va résister. Hein? Ah non, Kimbuta a sermonné, a recadré Koko-Nyangi. Et je pense que politiquement, Kimbuta est plus fort que Koko-Nyangi. Il va s'imposer. Parce que là, c'est une patate chaude. Quel sera le discours qu'ils vont tenir le PPRD à Kinshasa après le scandale de Koko-Nyangi? Koko-Nyangi ne fait que multiplier de scandales. Il y a eu l'affaire FPI. Il y a eu l'affaire... il n'a pas encore remboursé. Immeuble UAC et tout ça. Maintenant il y a l'affaire... site de Maman Maraîchère. Donc il multiplie des bourdes. Et c'est la deuxième personnalité de la majorité présidentielle. C'est une image qui va coller à la peau à la majorité. Donc c'est un bois mort. Merci beaucoup. Il ne faut pas qu'il parle trop. Israël Moutala. Alain Kouka, est-ce que... J'aimerais juste dire un mot par rapport à ce dossier... pour dire qu'il faut que dans ce pays, on arrête avec la politique spectacle. Il y a trop de spectacles en politique, des annonces tapageuses qui ne servent à rien. Je crois que vous l'avez dit, Israël l'a bien dit, d'abord, ce n'est pas à lui de distribuer des lopins de terre. Ça relève du ministère des Affaires foncières, d'ailleurs qui était déjà éclaté depuis très longtemps, quoi. Ce n'est pas à lui donc de distribuer ces terres, et il y a des députés qui refusent déjà. Donc c'est pour dire que ce n'est pas la bienvenue cette mesure ou cette décision. Donc essayons de faire la politique autrement. C'est une décision personnelle, individuelle, ou bien ça relève et ça vient du gouvernement? Ça ne vient pas du gouvernement, c'est lui, c'est un individu qui s'élève, qui dit j'ai pris la décision. Bon, c'est un peu du théâtre. Il faut arrêter avec la politique théâtre, et il y a trop de théâtre en politique dans ce pays. Est-ce que ça ne peut pas nous valoir, parce que des erreurs politiques comme ça, ça paye cash, peut-être une interpellation, une question d'actualité, ou motion, qu'ils viennent s'expliquer sur cette question? Je ne sais pas comment il peut s'en sortir pour le cas précis, mais Israël a relevé, il y a plusieurs dossiers, il traîne plusieurs dossiers. Vous savez, à deux fois, je suis souvent cette émission, il y a des choses que vous dénoncez ici, il y a des choses que mes estimés confrères dénoncent ici, peut-être avec preuve à l'appui, mais jamais, en tout cas je n'ai jamais vu le PGR se saisir de ces dossiers et initier des enquêtes. Parce que souvent, ce sont des paroles en l'air, vous dites ça ici et il n'y a pas de suite. Ce qui tue ce pays, c'est aussi ça, l'impunité. Il y a des gens qui se croient parce qu'ils sont ministres, ils sont autorités dans ce pays, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et ils ne seront pas poursuivis. Alors on attend la réaction de son parti politique, peut-être de sa famille politique qui est en majorité, dans des grandes sociétés, dans des pays, de grandes démocraties. Quand un membre du parti ou de la plateforme prend une position, les partis se désolidarisent de lui. Oui, en principe. En principe, comme Israël a si bien dit, ça va coller à la peau de la majorité présidentielle, cette histoire. Ça va coller à la peau. Il faut, quelque part, il faut savoir sanctionner. Oui. Même quand on est un père de famille, il faut savoir sanctionner quand il y a des dérives. Et s'il n'y a pas de sanction, ça porte préjudice à la famille. Alors, si, Alain Kouka, que cette décision, elle n'est pas gouvernementale, c'est que dans ces pays, chacun peut se réveiller, membre du gouvernement, il dit, bon, aujourd'hui, j'ai fait ceci et j'ai fait cela. Le Premier ministre lui-même, je ne sais pas, il est absent dans ces pays. Le gouvernement, le président de la République qui est la tête de l'exécutif, personne ne dit mot.
comme on dit, qui ne dit mot consent. Justement, vous l'avez dit. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de réaction, vous avez conclu. Non, on ne s'imite pas là. Les autres frasques de Kokonyangi, c'est qu'il avait séquestré pendant des mois la signature sur l'autorisation de bâtir. Voilà. Et il exigeait des frais qu'on paie à son cabinet. C'était un scandale. Et donc personne n'arrivait à lui dire la vérité en face. Même le secrétaire général, donc déjà était gêné. C'était la signature devait revenir à l'administration. C'est quelque chose de... Voilà. Mais lui, il avait ramené ça à lui et tout ça. Il a fallu des pressions forte au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence, pour qu'il cède. Mais qui est derrière Kokonyangi? Pour qu'il cède. Qui est derrière lui? La signature sur l'autorisation de bâtir. Parce que malgré tout ce qu'il fait, vous l'avez vu même aux côtés du président de la République, il a posé. C'est parce qu'il est du Maniema, il s'est dit proche de Mama Sifa, ou bien c'est l'homme par qui le dédoublement de l'AFDC va passer? Je sais pas, mais ça veut dire que il peut pas dédoubler l'AFDC, c'est compliqué. Mais je crois qu'il gêne un peu beaucoup. Il gêne beaucoup Bahati Lukwebo. Mais Bahati Lukwebo est un leader. Ça veut dire que Bahati Lukwebo n'est pas né de la dernière pluie. Il est assez futé pour contourner toutes les manœuvres de Kokonyangi. Et donc, même quand il a levé... il a bâti sa plateforme électorale, donc il s'est entouré quand même de certaines personnalités de premier plan. Ça montre qu'il a une capacité de rassemblement. On dit souvent tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le corbeau et le renard, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, même au sein de la majorité présidentielle. Moi, quand je vois quelqu'un comme le professeur Luzolo, quelqu'un dont je connais l'intégrité et tout, qui se bat comme un bénitier en train de se battre pour rendre effective la fin de l'impunité. Parce qu'il s'occupe, il est conseiller spécial en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent. Mais tous les dossiers qu'il est en train d'initier pour sanctionner, ça se termine en queue de poisson. Pourquoi? Un autre boudin. Oui, mais pourquoi? Il sort du lot celui-là. Franchement. Tout simplement parce qu'il n'y a pas encore une réelle volonté politique pour essayer même de sanctionner ceux qui sont de la famille de la majorité présidentielle. Très bien. Un message émanant de Doudou Montiri, c'est le texto d'un téléspectateur, à Romain Makonda. Lokondo dit, cette affaire, Henri Thomas Lokondo dit, cette affaire ne les concerne pas, car c'est politiquement abominable. Ça, c'est absolument. Henri Thomas Lokondo, il est de la majorité. Il nous fait parvenir son message. Lui, au moins, c'est parmi les voix qui s'élèvent au sein de la majorité pour dénoncer certaines choses. Et ça, on apprécie, on salue. En tout cas, moi, en tant que journaliste, je salue ces prises de position parce qu'on dit que c'est bien d'être aussi indépendant d'esprit. On peut soutenir le chef de l'État, mais on peut dire des vérités aussi. Et lui, il dit des vérités. Très bien, merci beaucoup. Merci Alain Kouka. Allez, on passe au deuxième thème de l'émission, mais rapidement. Les grands titres des journaux. 100 milliards de dollars annoncés par Moïse Katumbi. Titre forum. Pure démagogie, réplique un analyste politique selon les rapports du CNSA publiés hier. Dédoublement de parti, Pierre Lumbi interdit d'opérer sous les labels MCR. La manchette titre, les promesses de Moïse Katumbi jugées démagogiques et indécentes. Palou, les malaises à la vie dure, démissionnaires, Mayobo boude, les réfis de Gizenga. Impact News de Joël Cadet. Joël, vous passez quand? Je vous attends impatiemment. Au nom des intérêts privés et mesquins, Matoukou et Kaboueloulou vendent Antoine Gizenga à vil prix. Comme son frère et ministre de l'ESU, Steve Mbekaï, Bruno Tshibala s'exhibe en spectacle dans les rues de Londres. Les phares écrit UDPS, Tshisekedi et forces politiques, nouvelle plateforme MCR, les CNSA disqualifient Lumbi. L'avenir de Pius Mwabilou, envie de la conquête démocratique du pouvoir, Pius Mwabilou crée l'Alliance pour l'avenir APA. C'est pas agence presse associée. Non, je ne pense pas. Allez, la référence, élection de gouverneur et vice-gouverneur Kwango. La majorité planifie-t-elle sa défaite en marge des prochaines élections générales prévues en décembre 2018? L'alliance UNC-MLC dérange. Je termine par le manager Grognon qui titre concrétisation du projet de construction des ports en eau profonde. José Makila réécrit l'histoire
de la République démocratique du Congo. Alors, le principe, c'est que l'un commence, l'autre termine. Comme il a commencé, vous avez terminé, vous commencez le deuxième thème de l'émission. On peut parler de la clôture du dépôt de candidature au niveau de l'UDPS. 4 candidatures, David Moukeba, Paul Tshilombo, Fachi, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi et Guy Ebami. L'élection, le congrès, c'est du 30 au 31 mars. On peut dire que la course est ouverte à la succession d'Etienne Tshisekedi. Oui, mais on ne s'attend pas à des surprises. On ne s'attend pas à des surprises. Il faut être véridique et correct. Nous savons qui va succéder à Etienne Tshisekedi. À moins vraiment... non, mais moi, je ne m'attends pas à des surprises, en tout cas. Je ne m'attends pas à des surprises, vu le parcours de chaque candidat, vu l'aura de chacun. On sait qui va succéder à Etienne Tshisekedi. Un congrès annoncé, annulé au mois de février. Vous pensez que des candidats comme David Moukeba, peut-être pas connus des médias ou du public, peut-être connus des membres du parti, Paul Tshilombo, lui-même, Paul est très proche de Fachi. Moi, j'ai eu le temps de discuter avec lui. C'est d'ailleurs, comment on dit, un admirateur de Fachi. Je crois que ce ne sont pas des candidatures pour venir faire une sorte de semblant de démocratie. L'UDPS n'a pas seulement voulu faire un plébiscite, mais elle aurait pu faire un plébiscite. Mais c'est aussi bien pour la démocratie, ouvrir le jeu. Semblant de démocratie. Bon, je ne sais pas si c'est crédibiliser un peu. Mais au moins, on constate qu'il y a plusieurs candidats. C'est comme il y a eu élection en Russie. Il y avait d'autres candidats à part Poutine. Mais Poutine a eu plus de 70%. On savait déjà que Poutine allait passer. Donc, à moins d'une surprise désagréable, entre guillemets, mais on savait. Mais on pensait que Kabunda serait aussi candidat. Peut-être c'est le grand absent de... Mais Kabunda lui-même, il est proche de Fachi aussi. Alors, celui qui sera élu, c'est lui qui va composer son cabinet, c'est lui qui va nommer les secrétaires généraux, les secrétaires fédéraux, les nationaux. Il aura la lourde charge, peut-être, de réconcilier ces élections, ces congrès. Sera un congrès décisif pour l'UDPS, soit que les anciens rentrent, ou soit qu'ils restent là où ils se retrouvent. C'est difficile. Quand vous parlez des anciens, vous parlez de qui? De Tshibala, Bruno Tshibala, Mbaké peut-être. De Valentin Mbaké, ça c'est pratiquement impossible. Je ne pense pas qu'il puisse rentrer. Vous savez, l'UDPS, on va parler peut-être tout à l'heure du dédoublement de partis politiques. L'UDPS a commencé cette histoire de dédoublement, je crois. C'est avec l'UDPS que ça a commencé. UDPS Tshisekedi, UDPS Kibasa. D'ailleurs, Tshisekedi, ce n'était pas UDPS Tshisekedi, c'était UDPS tout court. Mais Kibasa qui est parti et qui a fait UDPS Kibasa. Donc, Tshisekedi a résisté, Etienne Tshisekedi a résisté pendant de longues années, vous savez, il y a eu des départs et des départs, mais il résistait et jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 36 ans, l'UDPS tient encore. Donc, je pense que compter à ce que ceux qui sont partis puissent revenir, peut-être ceux qui ne sont pas trop en vue, mais les personnalités qui sont trop en vue, ils ont déjà fait leur chemin. Vous pensez qu'une fois Félix élu ou Paul Tshilombo, on devrait maintenir Kabunda comme secrétaire général ou bien passer la main à quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Par exemple, les bâtonniers Mukendi Je ne sais pas. C'est une histoire interne à l'UDPS. C'est que je constate seulement que Kabunda, c'est quelqu'un de... En tout cas, lorsqu'on voit le parcours au sein de l'UDPS, c'est quelqu'un qu'on n'a pas connu avant, même s'il était là. Il n'était pas vraiment à la lumière du jour. Mais c'est aujourd'hui qu'on voit Kabunda, tout ça. Mais si Tshisekedi a pu faire confiance à Kabunda, Tshisekedi Etienne, je parle du père, il a pu faire confiance à Kabunda, c'est que Tshisekedi lui-même sait pourquoi il a fait confiance à Kabunda. C'est vrai qu'il y a des langues qui disent bon, écoutez, c'est Moïse Katumbi qui est derrière, mais je ne pense pas trop. Tshisekedi, vous connaissiez quand même la personnalité d'Etienne Tshisekedi. C'était pas quelqu'un qu'on puisse mener au bout du nez, manipuler. Je crois que s'il a fait confiance en Kabunda, je crois qu'il sait ce que vaut Kabunda. Ça ne serait pas aussi, comment Israël, vous allez un peu patienter, important pour l'UDPS de battre les rappels des troupes pour que ça soit vraiment un congrès de refondation, de l'unification du parti, qu'on fasse appel à tous ces députés invalidés par Félix, le Tshisekedi, qu'on appelle les autres qui sont prêts à revenir au sein du parti. C'est l'idéal.
l'idéal serait une réconciliation, l'idéal serait que les anciens qui sont partis, les anciens de l'UDPS, puissent revenir, que ce soit un congrès de refondation. C'est ça l'idéal. En tout cas, ça serait l'idéal. Mais est-ce que les gens qui sont à l'interne sont prêts à accepter que les gens rentrent avec des contradictions internes? Ça aussi, parce que, vous savez, l'UDPS, souvent les responsables de l'UDPS disent non, c'est pas nous, c'est la base. Vous savez, ce parti est souvent dirigé, entre guillemets, par la base. C'est la base qui dicte... C'est les institutions qui gèrent la base ou bien c'est la base qui gère l'institution? Justement, donc, parfois même, lui-même, Kabound et même Félix ont du mal à faire revenir la base à la raison. Mais ça serait l'idéal d'avoir un congrès de refondation, de réconciliation où tous les fils de l'UDPS, par rapport aux enjeux à venir. Je crois que l'UDPS unie, réunifiée, est beaucoup plus forte que l'UDPS divisée. Très bien. Alain Kouka pour ses analyses limpides. Israël Moutala? Oui. l'UDPS, le congrès. L'UDPS, le congrès, 4 candidatures, mais il n'y a pas de suspense. C'est clair, c'est Félix Tshisekedi qui sera le futur président de l'UDPS après ce congrès. C'est le cadre... Un peu comme les élections en Afrique, hein. Vu la configuration actuelle de l'UDPS, qui pouvait bien faire ombrage à Félix Tshisekedi? La seule personne qui pourrait lui faire un peu ombrage, je crois que c'était Alexis Moutanda, parce que c'est la seule forte personnalité, et Maître Mukendi, qui demeure encore à l'UDPS. Les autres se sont auto-exclus ou sont partis d'eux-mêmes. Sa tante non plus? Chika. Non, non, absolument. non. Je pense que la personnalité centrale aujourd'hui de... Maman Marthe non plus, hein? Non, Maman Marthe est encore en deuil, elle n'a pas encore levé. Donc, Félix Tshisekedi, c'est la personnalité centrale de l'UDPS. C'est cette personnalité-là qui incarne aujourd'hui l'UDPS, et dans une certaine mesure aussi Kabound. Comme on a dit, Kabound, il était dans son Kamina natal, il était assez actif là-bas. Tshisekedi l'a repéré, il est venu à Kinshasa, il a pu faire un bon bout de chemin. Aujourd'hui, Kabound est aussi une personnalité de premier plan de la scène politique, mais je pense que l'aura de Tshisekedi, Félix, est encore plus fort que tout le monde, et donc c'est naturellement que son leadership s'impose aujourd'hui à l'UDPS. Si Moubaké ne s'était pas fourvoyé avec Félix, avec son rendez-vous au Palais de la Nation et toutes les déclarations malheureuses qu'il avait faites dans la presse, c'est fait. J'ai suivi la dernière déclaration de Moubaké chez Peter Tchani, à l'émission Questions publiques. Peter Tchani lui a posé la question si Moubaké était prêt de revenir. Moubaké a dit il était prêt à tendre la main à Félix. Non, mais c'est pas lui qui doit tendre la main à Félix. Ça veut dire que lui doit s'humilier d'abord, reconnaître qu'il a... Tendre la main, c'est aussi une si... non, il doit s'humilier, mais cette dernière déclaration où il va faire aussi un conclave pour ça, je ne pense pas que ça aille dans le sens de la réconciliation. Peut-être que c'est une posture de rapport de force, mais cette fois-ci, Moubaké était très fort à la base. Hein. Ouais. Très fort à la base. Mais cette il avait la main sur les fédéraux. Absolument. Mais cette fois-ci, il a même perdu la main sur la base. Parce que même la base ne l'a pas suivi dans son aventure avec Kabila. Donc personne ne l'a suivi dans cette aventure-là. Donc il a beaucoup perdu de son influence à la base et tout ça. Alors, donc, vous pensez qu'il faudrait que les présidents élus fassent appel, battent les rappels de troupes, ou que ça soit fait en amont, que les gens viennent au Congrès? Non, mais bon, tactiquement, c'est clair. Notamment les députés élus. Non, tactiquement, c'est clair. Donc, aujourd'hui, il s'agit tactiquement d'asseoir d'abord son leadership. D'asseoir d'abord son leadership. Première étape, j'assois mon leadership, je contrôle le parti. Je suis Félix Tshisekedi, c'est comme ça que je réfléchis froidement, sans état d'âme. Et donc, toutes les personnes qui peuvent me gêner aux entournures, faire ombrage, je les écarte. Je contrôle d'abord la machine, le parti. J'en prends la présidence. Et ensuite, je joue au rassembleur. J'appelle les vaillants qui sont par exemple à l'Assemblée nationale, je vois si Moubaké est récupérable, j'appelle Moutanda, je discute avec les amis de Rémi Massamba, les Belchika, qui sont le CDPS, le Kazadi, le KBH Koukou. Et Jimmy Mukendi, ils sont à l'IDPS Kibassa. l'IDPS Kibassa aussi. Ils sont en discussion déjà. Oui, ils sont en discussion. Donc là maintenant, je joue au rassemblement, parce qu'on va revenir sur cette question. C'est maintenant l'UDPS veut aller aux élections avec sa plateforme. Bruno Tshibala aussi, peut-être. Non, avec Bruno Tshibala, il y a un point de non-rupture. On ne peut pas se réconcilier. Le docteur Loseke? Non plus, parce que le docteur Loseke est avec
le docteur Le Sec est avec Bruno Tchibala. Et donc ça ne peut pas se faire comme ça. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a des ruptures en politique qui sont irréparables. Et donc je pense qu'avec l'Oseke et avec Tchibala, il n'y a aucune possibilité de réconciliation. Alors on peut en pour parler de cette histoire de dédoublement. Bon, pour les dédoublements, d'abord j'allais dire que non, ça n'a pas commencé avec l'UDPS. Donc c'est une affaire qui remonte à l'indépendance. Donc c'est une tare elle remonte en tout cas à MNC Lumumba. Ça fait partie de notre recette politique. Hein. Mais c'est dommage. C'est dommage. Hein. Mais parce qu'en principe les partis ne peuvent pas avoir, comme le dit la loi, le même sigle, les mêmes logos, même voilà, c'est dommage. Et donc aujourd'hui nous sommes dans cette affaire. Il faut encourager les CNSA qui fait déjà un travail à la son remarquable. Hein. Non, mais enfin. D'abord, c'était une crise inutile. Vous avez dédoublé les partis, il fallait être aussi en mesure de dédoubler les membres. Voilà. Ilunga Léo, depuis quand il pouvait engager l'UNAFEC et tout ça. AG, l'homme du passeport, tout biométrique. Enfin, depuis quand il incarnait l'UNADEF de Moine Simba, il fallait être sérieux. Il faut être sérieux. Liota, depuis quand mais il a un siège ici, Nyangwela. Les gens boivent là, après quand c'est plein, ils traversent même chez lui au parti politique. Et voilà, mais bon. En tout cas, c'est une question de principe. J'ai vu Liota à Kolwezi avec une base, mais il jette de l'argent par la fenêtre. Donc on ne peut pas s'imaginer qu'il ait un seul représentant du PDC de Liota. Mais pourquoi vous n'encouragez pas ces faibles débits? Pourquoi vous voulez toujours que ce soit Moïse qui rentre, que ce soit comment on dit, les exilés politiques? Pourquoi vous n'encouragez pas ces faibles débits? Non, écoute, d'abord ça veut dire que la question, c'est, écoutez. Bon, c'était un début de commencement, d'accord. C'est un petit pas dans la bonne voie parce que la question du MSR n'a pas été résolue. Voilà, la question du MSR n'a pas été... J'ai une question à vous poser justement sur les MSR. La question du MSR n'a pas été résolue. Mais pour revenir d'abord à tout ce qui a été fait, c'était un pas dans la bonne direction. Mais ce n'était pas fondamental. C'est pas fondamental parce que, par exemple, tous les partis qu'on a cités, ils avaient déjà créé une plateforme qu'on appelle G7 et laquelle plateforme était dans le nouveau regroupement qu'on appelle Ensemble pour le changement. Et donc ils n'avaient plus besoin de retrouver. Ils n'avaient plus besoin. Ça veut dire qu'ils allaient aller aux élections malgré qu'on leur a pris leur parti. Ils allaient aller avec le label Ensemble pour la République ou avec G7, tout ça. Voilà. Donc, fondamentalement, c'est pas ça. Mais la vraie question politique, la vraie question de la décrispation, il faut aller au bout de la décrispation. J'ai une question sur les MSR. Quand j'ai suivi Joseph Olengankoy, il dit les MSR n'ont jamais existé et les MSR n'ont existé qu'en 2016, vous pouvez suivre, et que c'est sous le nom d'un certain Loboto, je ne sais pas moi. Est-ce qu'en termes de droit, vous êtes juriste, vous avez fait le droit, il n'y a pas moyen qu'aujourd'hui qu'on invalide tous les députés MSR. Parce que si les MSR n'ont existé qu'en 2016, ils étaient d'abord inscrits sur quelle liste et pour le compte de quel parti pour être élus? Absolument. Un raisonnement illogique. Donc c'est imparable. Absolument. Si on dit que les MSR n'avaient jamais existé, donc il y a un problème. Sur base de quoi ils avaient constitué un groupe à l'Assemblée nationale C'était parce que Pierre Lumbi était conseiller spécial de Kabila. Donc c'est ce que Kabila faisait. De faire résister même un parti qui n'est pas régulièrement inscrit. Ah voilà, justement c'est ça la République. Ça les condamne justement, ça les condamne. Et par rapport à ça, ils sont dans le pétrin. Donc je pense que la question du MSR est une question délicate, est une question qui montre que les choses n'ont pas été faites de la manière dont elles devaient se faire. On ne laisse pas l'IDPS, on ne traite pas l'IDPS dans le lot parce que l'IDPS n'a pas été dédoublé avant l'accord, l'IDPS est dédoublé après l'accord. Ce n'est pas une sorte de marchandage qu'on veut... Mais bon, l'UDPS dédoublé, pour l'instant, comme on l'a dit, la question de l'UDPS ne figurait pas lors de la signature de l'accord. Mais on ne veut pas faire d'une pierre plusieurs coups. Non, mais d'abord le truc de Tchibala, on attend un peu pour voir la liste définitive qu'on va transmettre à la CENI pour savoir finalement s'ils ont obtenu l'agrément ou pas. Si on va voir quel nom, UDPS Tchibala. Oui, tout à fait, pour voir tout ça. Pourquoi pas faire d'une pierre plusieurs coups? On traite l'UDPS au même moment et on traite aussi l'ACO de Dani Banza. Non, mais l'ACO est concerné. Non, l'ACO n'est pas concerné. En fait, l'ACO, c'est vrai que Dani Banza avait quitté le G7, mais le cas de l'ACO n'est pas concerné. En tout cas, selon les informations que moi j'ai,
ACO est concerné. Il n'y a que le MSR, qui n'est pas... qui reste, parce qu'ils ont opté pour, soi-disant, la logique des pères fondateurs. C'est ça, c'est ce qu'ils ont dit. Mais donc, ça dit quoi, Yoko Yakembe, qui se disait père fondateur du MSR? Il se disait parmi les pères fondateurs. Mais nous savons comment le MSR a commencé. Nous savons qui a été chargé pour constituer ce parti-là. C'est Samba Kaputo. Oui. Donc nous le savons, qui a contacté Pierre Lumbi qui est un ancien de l'UDPS. Donc voilà. Mais je crois aussi que, comme Israël l'a dit, ce ne sont pas des petits-enfants, même ceux dont les partis ont été dédoublés, ils avaient déjà pris des dispositions. Oui, oui. Même si on n'avait pas résolu cette question, je crois qu'ils allaient partir aux élections autrement. Vous savez, même on parle d'un nouveau parti de Modeste Mutinga, qui aurait été créé toujours dans la stratégie au cas où... Pierre Lumbi l'a dit à la conférence de presse. Voilà, donc ce n'était pas vraiment une question majeure, même si il faut reconnaître que c'est un grand pas qu'on a franchi en ce qui concerne la décrispation et la fin des dédoublements de partis politiques. Mais on attend. Ça répond aussi aux manifs du CLC, hein, les CLC qui demandaient, et la CENCO, vous avez suivi Cholet au Conseil de sécurité. C'était des moyens de pression, justement, pour qu'on... Ça paye quand même, hein. Oui, donc la mort des Rossi a été pour quelque chose. Ce sont des moyens de pression qui font qu'on puisse aller vite en besogne et essayer de résoudre ces problèmes-là. Comme Israël a dit, on attend maintenant la question, qu'on puisse résoudre la question des exilés politiques, des prisonniers. Voilà. Je vais revenir à vous. Ouais. Non, un mot sur le MSR. Je pense que depuis 2006, le MSR avait déjà une existence légale. Ah bon? Et oui, je crois qu'il y avait déjà une existence légale. Donc c'est que les CNSA nous avancent là sont des arguments farfelus. C'est des arguments farfelus. Et je pense que la question, parce qu'un parti politique, je peux être créé aujourd'hui MSR et je peux changer de nom. Parce qu'un parti peut changer de nom. Quand un parti change de nom, on ne va pas encore lui donner un nouveau agrément. Non, ce sont ces statuts qui prévoient que, voilà, pour changer de nom, voilà la procédure. C'est une procédure interne. Après, vous informez l'autorité qui ne va pas prendre un nouvel arrêté. Donc voilà à peu près. Et donc le MSR a bel et bien une existence légale. Très bien. Je reviens à vous. Et si on raisonnait dans le sens du CNSA, c'est que tous les députés MSR élus n'ont pas raison de siéger à l'Assemblée. On dit que les MSR selon le CNSA. Mais c'est absurde. Justement, c'est absurde. Il ne faut pas chercher de faux fuyants. On veut créer une raison, mais ça crée un autre conflit. Oui, c'est ça. Justement, il ne faut pas chercher de faux fuyants. Il faut tenir, comme on dit, la bête par les cornes et résoudre le problème au lieu de chercher de faux fuyants. Ça, ce sont des faux fuyants. Très bien. On peut parler du Palou rapidement. Les alliances qui se font et se défendent, ce sont des alliances opportunistes ou bien c'est vraiment, vous avez des bureaux ou bien des gens de la gauche. Et cette histoire au sein du Palou, il y a la réunion du bureau politique, Mayobo qui renonce à son élévation, il dit qu'il ne peut pas succéder à Moussitou. On peut parler Palou et de Palou, on peut prendre ces alliances qui se font. Oui, je disais tout à l'heure, dans ce pays, on doit éviter la politique spectacle, la politique théâtre. Vous l'avez dit au début. Oui, sur base de quoi les gens s'allient? Ils ont peur du seuil. Oui, sur base de quoi? Vous savez, quelqu'un a dit un jour, l'homme politique, un politicien pense aux élections futures, mais un leader pense aux générations futures. Je crois que les alliances qui se font, ce sont des alliances opportunistes. Ce sont des alliances opportunistes. Ce ne sont pas des alliances qui se font sur base d'une vision, d'un programme commun. Non. Ce sont des alliances qui se font parce que... Il y a une circonstance. Oui, il y a une circonstance. Il faut qu'on gagne ces élections-là. Ouais. Mais vous allez gagner les élections pour faire quoi? Voilà. Aujourd'hui, il y a un problème... Donc pas alliance autour des projets, autour d'idées sur le Congo. Pas autour d'une vision commune, mais autour, par exemple, des individus, par exemple autour des intérêts égoïstes, partisans. Mais moi, je saluerais des alliances qui se font autour d'une vision. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre que ces alliances pré-électorales puissent peut-être connaître des problèmes, qu'on ait des alliances aussi post-électorales au niveau de l'Assemblée quand il y aura la réconfiguration? Oui, parce qu'il y a des alliances contre nature, justement. Il y a des alliances contre nature. C'est comme je dis, bon, Serge, venez, on va s'allier avec toi pour chasser Moutala, Israël. Peut-être qu'on n'a pas de... Au Palou, on partage pas. Oui, le Palou,
c'est désolant. Moi, j'ai vu deux images. La première image, c'est l'image du patriarche Antoine Gizenga. Palais de la Nation. Non, pas au Palais de la Nation, chez lui à la maison, les préposés à l'enrôlement de la CENI venir chez lui pour son enrôlement. J'ai vu même le patriarche était en train de dormir. Et deuxième image, je vois le patriarche chez le chef de l'État. Pratiquement quelqu'un à côté de lui qui servait de haut-parleur et de souffleur. Donc, quelque part, je me demande, fallait-il en arriver là? Faut-il quelqu'un qui est de troisième âge, 92 ans pratiquement? Attendez, vous reprochez à ceux qui l'ont amené comme un colis, ou bien à Kabila qui a accepté de recevoir un papa à cet âge-là? Non, non. Même lui-même, Kabila. Si c'était Gizenga à son père, il allait le faire à son père. Mais ceux qui l'ont amené, pourquoi n'avaient-ils pas demandé au chef de l'État de faire le déplacement? Mais on a annoncé le déplacement du chef de l'État 2 jours avant, mais les chefs de l'État... Oui, ça a été annoncé, mais c'était une rumeur. Voilà. Et comme on avait démenti la rumeur, je crois que ceux qui ont voulu... Mais le président lui-même, pour le respect vis-à-vis de ce papa-là, oui. Kabila ne pouvait pas se déplacer, aller vers Gizenga. Mais si ceux qui l'ont amené avaient rassuré, avait dit au chef de l'État, non, écoutez, le patriarche lui-même veut venir, c'est sans à l'aise de venir vers vous parce que, je ne sais pas, parce que les raisons qu'ils ont poussées, qu'ils ont avancées, c'est cela. Mais quelque part, je ne sais pas si le chef de l'État allait refuser si on lui avait demandé d'aller voir... Mais il y a des conflits internes au sein du Palou, hein. Quand on disqualifie Mayombo, c'est l'oncle de Lugui qui arrive. Le Palou pratiquement est au bord de l'implosion. Ça, il faut dire. Ça profite au parti ou aux individus au sein du Palou? Parce qu'il y a maintenant deux axes. Non, l'axe Kaboulou. Il y a des individus, disons, au sein du Palou, il y en a qui sont, entre guillemets, à la mangeoire, voilà. C'est-à-dire qui sont aux affaires, qui veulent et qui disent que non, vous ne pouvez pas nous arracher le beefsteak de la bouche, nous on est encore aux affaires. Pour les intérêts individuels, nous devons nous engraisser davantage parce qu'on va vers les élections. Et il y en a, c'est-à-dire qui sont en dehors des institutions, oui. En tout cas, qui sont en train de vouloir... Bon, quelqu'un comme Mouzito, moi je crois qu'il a une vision pour ce pays. Voilà. Et il sait où il veut aller. Pour l'avenir du parti. Pour l'avenir du parti, mais il y a toujours de forces centrifuges qui font que, à ce que les choses n'aillent pas dans le sens. Qu'est-ce que vous conseillerez comme analyste au Palou? La bonne voie à suivre. Non, il faut c'est d'aller avec la MP ou bien d'avoir son candidat, se retirer et aller. Ils sont libres d'aller avec la MP, mais je dis tout simplement qu'il faut qu'ils s'assoient autour d'une table. Qu'ils s'assument. Qui s'assument, qui se regardent en face, qui se parlent. Où veulent-ils amener ce parti? Merci beaucoup. Voilà. Alain Kyukambambi, on peut terminer avec vous, les Palous? Ou bien qu'on parle des 100 milliards de... J'ai lu la manchette du forum, la pire démagogie, réplique un analyste politique. 100 milliards. J'ai suivi votre émission à Top Congo avec le confrère Christian de Sakone. Je vous dis, c'était extraordinaire. Mais c'était trop masculin. C'était pas une émission féminine. Au mois de mars, c'était pas bon. Mais non, même si on doit réduire le mois de mars à l'insertion des femmes dans les émissions, c'est pas ma conception de la promotion des droits des femmes. Mais bon, j'aimerais d'abord dire qu'au Palou, sur la question du Palou, écoutez, Mouzito aujourd'hui, c'est la personnalité, à part le patriarche Gizenga, c'est la personnalité centrale et charismatique du Palou. Donc il faut être, comment dirais-je, borne ou bien aveugle politiquement pour ne pas le constater. Mayobo l'a compris. Hein. Ça veut dire que aujourd'hui, Kabouloulou, peux-tu leur apporter un siège au Palou? Je crois pas. Avec tout l'argent qu'il a amassé aux mines. Donc je crois pas. Donc je crois qu'il a essayé de se faire élire, il n'a pas pu. Il n'a pas pu. C'est un apôtre, vous savez, c'est un homme de Dieu, il ne faut pas blasphémer. Non, non, ça veut dire qu'il n'a pas pu se faire élire. Ça fait longtemps qu'il n'a plus prêché depuis qu'il est devenu... Non, écoutez, Kabouloulou quand même, c'est bon, c'est un homme... Moi j'ai vu Kabouloulou, avant d'être ministre, il prêchait au NZD Kinseso. Non, il est à Matete. Oui, c'est un apôtre. Non, il est un ancien. Quand on devient politicien, on oublie parfois les réflexes d'un apôtre. Non, c'est quand même, ça veut dire que... Je respecte la foi de Kabouloulou, je crois que c'est l'église... C'est un apôtre, attention. L'église Péniel, en tout cas, sa foi chrétienne, je la respecte infiniment. Mais politiquement, il sait ce qu'il fait. Non, mais politiquement, ça veut dire que, écoutez, le jeu politique, il est ce qu'il est. Ça veut dire qu'il a des points de vue, il a des convictions, il est proche de Kabila. Ça veut dire qu'il sert plus Kabila que son parti. C'est son choix.
Donc, mais vous avez Mouzitou qui a envie de s'émanciper et de donner une identité propre au Palou. Donc il y a ce conflit là-bas, il y a deux courants qui s'entrechoquent. Donc Kabolilou, c'est un enfant de la dernière ère. Et il s'est allié, absolument, il s'est allié avec Memas Matoukou. Et voilà, il y a une guerre interne. Et il s'est fait que dans cette guerre interne, pour l'instant, c'est Kabolilou et Memas Matoukou qui l'ont apporté. Merci. Ils l'ont apporté. Les 100 milliards de Katumbi. Au détriment du parti, parce que la personnalité charismatique, c'est Mouzitou qui a les moyens d'assurer une visibilité. Même au détriment de la base. Absolument, même de la base, parce que la base est très montée. Oui. 2 minutes, les 100 milliards de Katumbi. 100 milliards de Katumbi, ça veut dire que... Non, c'est pas vraiment utopique, parce que c'est pas vraiment utopique. Il faut que les gens aient les clés, justement, pour avoir l'analyse, parce qu'on va commencer les débats programme contre programme. Il faut savoir d'abord que... Est-ce que ce débat aura un jour lieu, programme contre programme? J'espère. Au lieu de parler des nationalités. N'est-ce pas, parce que les grands ensembles qui se créent, il y a eu Ensemble pour les changements avec Katumbi, il y a maintenant AFDC allié avec Bahati Lukwebo, donc les gens se mettent en ordre de bataille, il y aura aussi des programmes. Mais pour revenir sur les 100 milliards par exemple, j'aimerais dire que, écoutez, nous avons un budget à peu près de 40 milliards. Et donc, avec 40 milliards, si je prends par exemple la mobilisation interne, on peut faire, il y a de la progression. Si nous arrivons à avoir un taux de pression fiscale de 20%, on peut mobiliser au bas mot à peu près 8 milliards chaque année. Sur 5 ans, ça fait combien? Ça fait déjà à peu près 40 milliards de dollars. Ça, c'est sur le plan interne. Sur le plan maintenant de l'endettement. Et donc, l'endettement, on nous permet de nous endetter jusqu'à la moitié. Dans les marchés Non, d'abord, ouais, d'accord, mais tout dépend du marché. Mais d'abord, il faut voir le ratio entre l'endettement et le PIB. C'est 30% du PIB pour que la dette soit soutenable. Et donc, c'est un des ratios. Et donc, on peut même forcer jusqu'à aller à la moitié. Ça veut dire que sur 40 milliards, on peut emprunter jusqu'à 20 milliards de dollars. Donc, quand tu vas dire 20 milliards et 40 milliards, sur 5 ans, je dis, on est déjà à 60 milliards. Et maintenant, les autres 40 milliards restants, avec les partenariats publics-privés, et voilà, on peut atteindre 100 milliards. Donc, sur 5 ans, on peut atteindre 100 milliards. Donc, c'est faisable. Parole d'un expert. Merci à vous, cher Israël Moutala, les traits biométriques sur ces plateaux de kiosque. Merci à Alain Kouka. Alain, tout le monde la semaine prochaine. Oui, mais juste un mot sur les 100 milliards. Comme Israël a dit, c'est faisable. Lui, Moïse Katumbi a fait une proposition, que les autres fassent aussi leur proposition. C'est cela. Même s'il faut dire aussi qu'on ne vote pas programme ici au Congo. On vote beaucoup plus individu, tout ça, charisme, tout et tout. Mais c'est vrai, individu, mais il faut l'individu ait une vision. C'est important parce que je me rends compte qu'ici, il y a peu de leaders aussi au Congo. Il y a beaucoup d'hommes politiques, mais il y a peu de leaders. Nous devons imposer ces débats projet contre projet, comme Pierre Lumbi l'avait dit, idée contre idée, que de parler des questions liées à la nationalité. Et des oui, mais maintenant, il faut bien expliciter ou bien faire, bien vulgariser le projet, parce que qui est parti par exemple consulter les femmes maraîchères pour savoir leurs besoins, qui a consulté la jeunesse, les jeunes, voilà, c'est cela. Quelqu'un a dit ce qui s'est fait sans nous, c'est fait contre nous. Merci beaucoup, madame, messieurs. Cette émission est terminée. On se retrouve demain pour un autre numéro. Alain, on se retrouve dans 2 semaines. Ça vous arrange? Il n'y a pas de problème. Cette fois-là, vous serez peut-être face à, je crois, à qui? C'est pas moi qui invite. Eric, hein? Merci beaucoup. Bon anniversaire à Edmond Izouba, les confrères. On se retrouve ce soir à Montfleury pour vous encourager, cher Edmond. Très bon anniversaire à vous. J'ai fait une mise au point avant qu'on se sépare. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'appels sur cette question des nationalités. Les gens m'ont dit que pourquoi j'avais mis fin à ces débats sur la nationalité. En fait, CCTV, je n'interdis pas à CCTV de faire ces débats. Mais moi, pour l'intérêt des kiosques et pour l'intérêt de ma chaîne, si je soulève cette question, comme moi je suis un jusqu'au-boutiste, j'irai jusqu'au bout. Et je citerai des noms. Et ça fera mal. On va fermer CCTV et vous allez rester chez vous à la maison. On va fermer kiosque et vous resterez chez vous à la maison. Laissez les autres parler de cette question de nationalité. Je ne veux pas citer les chaînes. Parce que là-bas, ça peut aller. Mais chez nous, ça ne passera pas. On va m'arrêter. On va peut-être fermer kiosque. Ou on va peut-être retirer le signal des CCTV. Donc, j'épargne ma chaîne. Puisque vous aimez kiosque, je ne veux pas qu'on passe ces débats-là chez nous. Vous savez qu'un ADG de la RTNC a été relevé de ses fonctions parce que lui n'avait pas dit ça. C'est parce que Bouchab avait parlé de cette question de nationalité. Donc, c'est une boîte à Pandore. Mais si vous voulez bien, nous sommes prêts à en découdre avec vous sur cette question des nationalités et on ira jusqu'au bout. Nous sommes prêts. Ce n'est pas que nous protégeons Katumbi ou nous protégeons Roubaix-Roi ou nous protégeons Sélici. Vous avez compris, hein? Donc, calmons léger. L'émission est terminée. 9h30 demain, avec le même plaisir.